T'es marchand de biens, tu veux te lancer peut-être et tu te dis que tu as vu des pubs sur Internet, fais que des divisions, fais que des travaux ou ne fais jamais de travaux, fais que des terrains, fais de la vire ou fais que des entrepôts, des locaux commerciaux, industriels et tu sais plus comment te positionner. Tu te poses des questions là-dessus, ben, je pense que c'est un peu la vidéo qu'on va aborder. On va parler des typologies de produits et du monoproduit côté investisseur, côté marchand de biens et de la pertinence de ce choix-là et du choix qu'on a fait au sein du cercle. Salut à tous. Ça va Pierre-Emmanuel? Je suis chaud. Eh ben, hâte, écoute, parce que c'est un vrai sujet, ça. c'est un sujet qui est, je pense, très d'actualité. On en a parlé déjà dans des vidéos. Il faut savoir s'inventer et se réinventer. Et je pense, et je spoil un peu mon avis sur le sujet, mais qu'on est à l'opposé de l'adaptation quand on est sur un seul type de produit. Ouais. On entend souvent dans les calls que je vais prendre, je veux faire que de la division, que du machin, que du truc. Je me spécialise là-dedans et en fait, du coup, on va voir ce que ça donne, quoi. Est-ce que c'est ça le métier de marchand au final? Ben, si on parle de création de valeur, de marchand de biens et d'opportunités sur le marché, en fait, on a des appartements, des maisons, des ensembles immobiliers, des locaux commerciaux, des immeubles, des terrains, des lotissements, des corps de ferme, des biens en bon état ou en mauvais état, des biens loués, des biens pas loués. Et le fait de sélectionner une seule typologie d'actifs, on va être peut-être laser focus, mais je pense qu'on va rater peut-être pas mal d'opportunités sur le marché. Si on dézoome un petit peu, Ouais. est-ce que toi déjà tu vas recommander d'être multisecteur ou monosecteur? Alors ça, c'est même encore un autre point, parce que du coup, on peut être multi ou monosecteur et multiproduit ou monoproduit. Et en fait, ça fait une matrice de 4. Généralement, ce qu'on recommande ou ce qu'on va faire travailler avec nos jeunes marchands, nos jeunes néo-marchands, c'est de commencer sur un secteur qui va être accessible pour eux, c'est-à-dire pas trop loin de chez eux, avec un budget cohérent sur lequel on va cibler un type d'actif peut-être sur ce secteur-là. Donc, on va essayer peut-être de spécifier un petit peu la typologie de produit pour commencer. Parce que quand on commence, si on ne sait pas ce qu'on cherche et qu'on va partout, on va être en difficulté. On va nulle part. On est allé essentiellement pour démarrer, nous, sur du résidentiel. Et on va essentiellement sur du résidentiel avec souvent des lots commerciaux, des lots industriels, des lots un peu mixtes, des fois des parkings, différentes choses, mais surtout sur du résidentiel d'habitation. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on commence comme ça, on doit continuer comme ça et faire que ça. Et évidemment, je pense qu'on peut déjà dessiner un peu le problème. C'est si on est sur du monosecteur et du monoproduit, avec la concurrence qui s'intensifie, forcément, il y a un problème en termes de volume d'opérations traitables. C'est probablement un fort sujet, c'est-à-dire que à force de regarder une seule façon de voir les choses, un seul produit, oui, on va en trouver, oui, on va être peut-être très bon, mais peut-être que ces fois sur certains secteurs, si, je ne sais pas, on veut prendre l'exemple, je veux prendre que des petites surfaces et les rénover, et les revendre derrière, fini, terminé, clé en main. C'est une typologie d'opération qui marche très bien. Mais chaque typologie d'opération va avoir aussi ses inconvénients et ses côtés, son mauvais côté. Typiquement, si on fait des petites surfaces, on va être sur des plus petits volumes d'affaires, il faut en faire plus. Si on va chercher que des biens sans travaux, il va falloir sourcer super bien, acheter bas, acheter décoté, revendre sans travaux. Mais du coup, peut-être que des opérations où il aurait fallu faire un peu de travaux et qui auraient fait une plus grosse marge, vous les ratez. Peut-être que vous allez vous dire, je vais que sur des immeubles. Mais c'est dommage de peut-être aller que sur des immeubles, parce que peut-être qu'il y a des maisons aussi qu'on pourrait diviser, qu'on pourrait transformer en immeubles. Certains vont se dire, je vais que sur le secteur du luxe, parce que ma ville se prête que au luxe. Ok, mais l'inconvénient de ça, c'est que les villas de luxe, elles ont un marché qui nécessite de faire des travaux et des portages longs. Alors les marges sont peut-être importantes, mais les portages sont longs. Donc à chaque fois que vous choisissez une typologie d'opération, un produit, un type de produit, il y a forcément un mauvais côté derrière. Et il y a aussi, probablement, je pense, une certaine expertise qui est amenée sur un produit, mais cette expertise et cette façon de faire devient une routine, et la routine a tendance à, plutôt, à mon sens, descendre un peu en qualité
et en capacité à faire mieux. On devient feignant, on devient négligent. C'est probable, c'est fort probable. On le voit avec des marchands qui ont fait des fois des immeubles sans travaux, qui n'arrivent pas à s'y mettre. Et c'est dommage parce qu'ils pourraient gagner plus. Ils pourraient aller chercher plus. Ils veulent pas le faire pour différentes raisons, mais je pense qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et les gens qui restent bloqués et figés sur une façon de faire, c'est dommage. Je pense que dans les rendez-vous que je vais faire, le sujet qui revient quasiment tout le temps, c'est le sourcing, donc l'identification des biens à haut potentiel. Et en fait, de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un sujet, c'est si on identifie que les mêmes biens, alors oui, c'est hyper confortable parce que on a l'œil qui est câblé pour identifier que ce truc-là, et dès qu'il y en a un qui tombe, hop, on est hyper réactif et c'est génial. En revanche, c'est dommage par des blocages techniques parce que par exemple on ne sait pas faire, de passer à côté de biens d'opportunités potentielles. Et c'est, je pense, le gros sujet, quoi. Je suis 100% d'accord. Et ça, on le voit avec les marchands qui rentrent chez nous, qui sont déjà marchands. Ils savent analyser certains types de produits, mais pas tous. Ce que je comprends, ce qui est normal. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais été formés là-dessus. Ils ne l'ont jamais fait. Et donc, nous, l'idée, c'est d'être capable d'exploiter 100% potentiellement du marché. Et ce qui est le plus frustrant, et je le vois chez certains marchands, c'est de se dire, là, j'ai un dossier qui va être bon et qui doit être bon. Mais je ne sais pas le prendre. Je ne sais pas le manier. Je ne sais pas le modéliser. Sauf que ça, quand vous commencez à être marchand un peu connu, avec un peu de réseau, avec un petit peu de bouteilles, et si vous avez quelques secteurs, il y en a peut-être 4, 5, 6 dans l'année. Ces 4, 5, 6 opérations dans l'année auxquelles vous n'êtes pas capable, sur lesquelles vous n'êtes pas capable de faire une modélisation cohérente, je ne dis pas que ça passerait à chaque fois, mais peut-être c'est 2-3 dossiers dans l'année que vous perdez. 2-3 dossiers à 50, 100, 150, 200. Ça fait beaucoup d'argent, pas gagné. Ça paye les factures, ouais. C'est pas perdu, mais c'est pas gagné. Et c'est dommage. Et c'est là où je pense que la force de ce qu'on a mis en place et de la formation, de la compétence de nos différents coachs, etc., au sein du cercle, c'est qu'on regarde tout type de produits. Du logement à rénover, à l'immeuble complexe, à la surélévation, au détachement de parcelles, à la division, etc., en fait. Et ce que certains veulent vous dire, c'est des aberrations ou c'est pas normal d'aller là-dessus. Ce qui est, à mon sens, vraiment un pur argument marketing et pas un argument rationnel. Absolument. Absolument. On voit beaucoup, par exemple, en ce moment, je fais pas de travaux. Ouais. Et ça, en fait, pour moi, c'est cool parce qu'on voit même chez nous des marchands qui nous ont récemment rejoints qui sont, on va dire, autonomes sur la manière de travailler a priori, mais qu'en fait, qui n'ont jamais fait de travaux sur leurs opérations. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est comme si vous étiez allé à l'école, vous avez appris le français et les maths, mais par contre, l'histoire géo, on n'en a jamais fait, quoi. Il y a un truc qui manque en termes de compétences. C'est ça. Alors, ça marche très bien de faire des opérations sans travaux. Ouais, bien sûr. Mais, parfois, il faut en faire pour créer la valeur. Et inversement, c'est ce qu'on disait sur une autre vidéo, c'est pas parce que vous faites des travaux que systématiquement... Enfin, il faut pas faire systématiquement des travaux. Exactement. En fait. Et en fait, tout est dans la nuance, tout est un peu dans la balance, dans le cas par cas. Et il faut scénariser, modéliser les opérations. Mais là, je pense à un membre, effectivement, qui est récemment rentré, et d'ailleurs qui m'a appelé là, il n'y a pas longtemps. J'ai déjà fait 3 opérations dans son activité de marchand, très bien, avec des marges très bonnes, confortables. Et il me dit, là, j'ai une opération avec des travaux. Je pense qu'il faut faire les travaux, sinon, j'arrive pas à sortir de marge. Avec les travaux, je pense que j'y arrive, mais je suis pas sûr de la modélisation. En fait, il serait passé à côté. Il l'aurait pas fait, il l'aurait pas regardé. Donc là, on va la regarder ensemble, on va l'analyser, il passe en atelier, etc. Peut-être qu'il y aura une opération, peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais juste, il s'interdit plus de le regarder. Il s'interdit plus de regarder ce type d'opération, il s'interdit plus de regarder ces montants d'opérations pour certains, l'un et l'autre. Et ça, c'est important parce que, en fait, ça t'ouvre un peu plus de potentiel. Et qui dit qu'en fait, c'est un peu comme une carte sur les jeux vidéo. Là, j'aime bien cette façon de faire où on développe la carte au fur et à mesure de ses déplacements, on découvre la carte. Quand on est dans son secteur et dans son petit territoire, dans sa zone de confort ou de connaissance, ça va bien. Mais dès qu'on va un peu sur autre chose, il y a beaucoup de choses autres possibles. Parce qu'il y a beaucoup de façons de créer de la valeur dans l'immobilier. On a fait une vidéo à ce sujet. Je pense que si on va un peu explorer l'inconnu, on arrive des fois à trouver des opportunités là où les autres ne les voient pas. Et ça fait la différence sur son marché. On parle de concurrence, etc. La concurrence, elle y est peut-être sur certaines typologies d'opérations, mais c'est rare qu'il y ait un concurrent qui soit capable d'aller se positionner autant sur de l'immeuble, vide, qu'occupé, avec travaux, aussi des petits appartements, aussi des belles baraques de luxe,
aussi peut-être des détachements de terrain, et qui sachent faire tout ça. Et tout ça, c'est en lien avec le niveau de compétence qu'on va attendre des marchands ou qu'on va donner à nos marchands chez nous. Et ça en vient à un truc auquel je pense, où on fait des évaluations un peu de niveau de compétence, etc. Et souvent, les marchands me disent je suis déjà marchand, je fais les opérations de marchand, je suis marchand. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de diplôme, je le rappelle. Donc, en fait, on ne sait pas quel est son niveau réellement. Et on a fait un questionnaire, un test pour savoir un peu quelles sont les zones d'ombre, quelles sont les zones d'incompétence qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, souvent, les marchands se disent mais en fait, il y a tellement de choses que je ne maîtrise pas. Et on est convaincu, et on le voit dans les résultats, que les gens qui ont des meilleurs résultats et qui augmentent leurs résultats là-dessus sourcent mieux, modélisent plus, font plus de chiffres. Mais c'est très logique, en fait. Parce qu'au lieu d'analyser et de modéliser 4, 5 OP, ils vont peut-être en modéliser 10. Et statistiquement, par leur négo et par leur volume d'affaires, ils vont en faire plus. Alors attention, là, ça ne veut pas dire que du coup, comme on est capable de modéliser dans n'importe quelle typologie d'opération, il faut partir dans tous les sens. Au contraire, ce qu'on recommande toujours, c'est d'avoir une stratégie claire. Tout est dans la nuance. Mais pour autant, évidemment, plus on met de cordes à son arc, plus on peut tirer de flèches a priori, quoi. Exactement. Et c'est clairement un bon point que tu mentionnes là. C'est pas la complexité qui fait la marge. Dans une opération, c'est au contraire, pour moi, sa simplicité, sa fluidité, la façon de le monter, de le présenter. Mais il n'y a pas besoin de faire une usine à gaz. J'ai toujours tendance à dire qu'on n'envoie pas des fusées sur Mars. On fait de l'immobilier, on achète des biens, on va les rendre plus liquides, on va trouver des acquéreurs, on les rend plus beaux, plus fonctionnels, les biens, etc. Et on revend. That's all. Peut-être un dernier piège, une dernière idée préconçue que je vois tout le temps, c'est oui, mais dans mon secteur, il n'y a qu'un seul type d'opération qui marche bien. Alors oui, je nuancerai clairement là-dessus parce que effectivement, dans certains secteurs, certains types d'opérations vont être plus fréquemment retrouvés et vont mieux fonctionner que d'autres. Typiquement, dans des secteurs à fort prix au mètre carré, on a des populations qui sont très certainement dans plus grande proportion, alors je mets des proportions parce que c'est pas tout le monde comme ça, etc., qui sont moins friandes de travaux, qui vont moins avoir de temps à y consacrer, etc. Et la valeur perçue des créations de valeur, notamment par les travaux, est plus importante. Donc faire des travaux sur les secteurs à haute valeur ajoutée, ça peut être bien. Mais des fois, ne pas en faire fonctionne aussi. Sur des secteurs à très faible prix au mètre carré, parce qu'on parle de 1 000 € du mètre en termes de prix au mètre carré du secteur, le fait de faire 500, 600, 700 € du mètre carré de travaux, si vous ne les retrouvez pas sur la revente, effectivement, ça marchera moins bien. Donc, on va peut-être plutôt se profiler sur des opérations à fort prix au mètre carré, peut-être avec des travaux, mais pas toujours. Peut-être sur des opérations sans travaux lorsque le prix au mètre carré est très faible versus le coût des travaux. Dans certains secteurs, on a les petites surfaces qui sont plus chères que les grandes surfaces. Majorité des secteurs. Donc, plus on divise des biens, plus on gagne d'argent. Il y a des secteurs, c'est l'inverse. Parce que ce sont des biens familiaux qu'on va rechercher, ou c'est plutôt des maisons, plutôt que des maisons qui ont été divisées en appartements. Donc, en fait, il va falloir s'adapter à sa cible. Et donc, du coup, sur certains secteurs, il y a des typologies qui vont mieux marcher que d'autres. Mais c'est pas, il n'y a que ça, il n'y a pas que ça. Ça, c'était un point que j'avais. Deuxième chose, lorsqu'on est monoproduit ou nos mono-stratégies, je dirais, qu'est-ce qui se passe quand les contextes et l'environnement de marché changent ? Quand on est sur une stratégie de faire du terrain ou du lotissement, en ce moment, d'ailleurs, les lotisseurs et les aménageurs fonciers doivent faire vraiment la gueule, je pense. Et ça a été très dur, très difficile pour eux. Pourquoi ? Le coût des travaux et de la construction a augmenté. Les autorisations à détacher ou à urbaniser seront plus compliquées à obtenir. Ils se sont retrouvés avec des terrains sur les bras, des lotissements qui partent pas et qui se vendent pas. Quand vous ne faites que ça, vous vous retrouvez avec pas de chiffre d'affaires, pas de volume d'affaires ou un volume très en baisse. Qu'est-ce qui s'est passé pour les promoteurs quand on n'arrivait plus à vendre du neuf parce que les crédits des acquéreurs étaient difficiles à obtenir ? Grande difficulté, beaucoup ont mis la clé sous la porte. Vous auriez fait de l'ancien, vous auriez fait un petit peu du mix, vous auriez eu un peu de partie locative. En fait, en mixant ces stratégies, encore une fois, on lisse le risque, on lisse le potentiel concentration de tout le risque sur une typologie d'opération ou d'affaires. Je parle des terrains aussi, on parle souvent de TVA. Il y a un gros flou en ce moment sur la TVA, des terrains à bâtir, TVA sur marge, TVA totale, etc. Donc c'est en train d'être discuté, mais
Il y a ce risque fiscal-là, par exemple, là aussi. Et à chaque fois, je vous le redis, chaque typologie, chaque stratégie a ses côtés potentiels d'inconvénients. Il faut faire attention à ça. Et le marché évolue. Et je pense à un autre cas de figure. Vous êtes marchand, vous déménagez, vous changez de vie et vous partez à l'autre bout de la France. Si vous savez faire qu'une seule chose et que vous voulez l'appliquer et la répliquer dans un autre secteur mais qui n'est pas adapté à cela, ça va être compliqué. Il va falloir se relancer. Donc chaque fois que vous prenez des options et que vous prenez des stratégies, il faut vous dire que un choix, c'est renoncer à d'autres choses, mais qu'on peut des fois, au lieu de faire un ou, on peut faire un et donc faire plusieurs choses en parallèle versus une seule chose et concentrer ses recherches. Donc la solution, c'est quoi finalement? La solution, c'est de travailler et de commencer dans tous les cas. Premier pas, étape après étape. Mais c'est au fur et à mesure du temps de rajouter des cordes à son arc et de rajouter des flèches aussi et d'être capable de positionner sur différents types d'opérations et différents secteurs, je pense. C'est important. Secteur à haut prix au mètre carré, bas prix au mètre carré, à la montagne comme à la mer, des terrains ou des zones où il y a des résidences secondaires, des résidences principales, de la vente à l'investisseur, travaux, pas travaux, division, pas division, gros travaux, vire, défisque, beaucoup de choses possibles. Et d'être capable de les maîtriser, au moins dans les compréhensions théoriques et les mécanismes, avant de les appliquer. On ne veut pas avoir des doctorants sur toute la théorie du marchand de biens, on veut avoir des gens qui passent à l'action et on va apprendre au cours du chemin. Mais d'avoir au moins les chakras ouverts et la capacité, la faculté d'ouvrir son champ d'action et ses œillères, de pouvoir les enlever et de voir un peu plus large. Et à nouveau, comme je dis toujours, on est en tant que marchand des gestionnaires de risques. Et tu vois, être capable de diversifier son activité, c'est aussi réduire le risque d'une certaine manière, parce que si tu es spécialisé, mettons, en enchères, tu fais que ça. Ouais. Le jour où l'État français nous pond une loi sur les enchères et t'empêche de faire des enchères, c'est raté, quoi. C'est ça, et je le dis, sur les terrains à bâtir, c'est là où il y a le plus de risques en ce moment, avec les histoires de TVA. Complètement. Il y aura un paquet d'opérations qui seront très compliquées, donc ceux qui font que ça va être difficile. Alors, moi, je pense à plusieurs outils là, qu'on a mis en place. Donc déjà, on a le logiciel métier qui te permet de te former sur les différentes façons de faire des opérations et différentes typologies d'opérations. Mais aussi le fait d'aller voir les opérations des collègues. Ça, je pense que c'est un bon point. Parce que, en fait, des fois, tu sais pas, tu vois pas, tu as l'impression que c'est très compliqué, c'est très flou, très, très abstrait, une opération de marchand de biens. Quand tu es sur place, que tu comprends qu'il y a le marchand qui a monté l'opération de A à Z qui te l'explique, tu te dis, ah ouais, en fait, ça va, quoi. Quand tu vas peut-être t'associer avec quelqu'un qui l'a déjà fait, quand tu vas peut-être passer en atelier, regarder des opérations d'autres membres qui te présentent des opérations que tu n'aurais jamais imaginées. Tu te diras, mais en fait, c'est simple. Je pense à des opérations, typiquement, certains disent, je ne vais jamais dans des opérations avec des locataires. Mais aller discuter avec des locataires, toi et moi, pour être locataire dans un immeuble, tu vas discuter avec moi, tu me dis que tu veux revendre, peut-être que moi, je vais envie d'acheter, peut-être que moi, j'ai envie de partir, si tu me proposes une indemnité, peut-être que juste le bail s'arrête et terminé, basta, ciao. Peut-être que tu vas me garder, peut-être que tu vas avoir un investisseur qui va revendre. Enfin, en fait, tu as plein de solutions. Ouais, juste, tu les maîtrises pas, peut-être. C'est ça, on imagine toujours le pire cas, le worst case scénario. C'est bien d'imaginer le pire cas. Mais des fois, il n'y a pas le pire cas qui se passe. Et puis, en fait, c'est une mesure du risque sur un ensemble de volume de l'eau, etc. Et le pire cas se passe pas à chaque fois, sur 100% des cas, en fait. Exactement. Donc, ça, je pense que c'est important de l'avoir. Donc, vraiment, il faut commencer, je pense, entre guillemets, petit, monoproduit, monosecteur peut-être. Peut-être derrière, ouvrir la capacité qu'on a à analyser différents produits, donc aller sur plusieurs types de produits sur un secteur. Et derrière, en fait, dupliquer ce même mécanisme sur un autre secteur. Okay. Peut-être un peu plus proche de chez soi, un peu plus lointain, sur une grande ville versus petite ville. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est ce que je dis à tous les marchands qui sont déjà marchands et qui veulent nous rejoindre ou qui nous rejoignent. C'est que vous étiez peut-être sur un rythme de croisière qui était de 1, 2, 3 opérations par an, ce qui est un peu ce qu'on revoit souvent chez les marchands qui rentrent chez nous, qui sont déjà marchands. Peut-être des fois un peu plus. L'objectif, c'est quoi ? C'est que sur le volume de dossiers que vous analysez et que vous regardez chaque année, vous soyez peut-être capable de prendre 1, 2 opérations en plus par an. Ça veut dire que vous passez de 4 à 6 opérations. Ça veut dire que vous passez de 3 à 4 opérations. Et chaque opération, comme c'est des dizaines, des centaines de milliers d'euros de marge, c'est un grand changement dans la trajectoire de votre entreprise. Et le simple fait d'être capable
de modéliser un peu mieux certains types d'opérations, ça peut considérablement changer l'avenir de votre boîte, la capacité que vous avez à vous payer, d'avoir plus de récurrents, d'avoir plus de volume, et in fine, de gagner plus d'argent, si c'est ce que vous souhaitez. Et ton point, il est très juste, en fait. Je pense que si on dézoome un petit peu, et qu'en fait, notre grille de lecture à nous, c'est qu'on accompagne les marchands pour être performants dans leur manière de gérer. Si vous voulez faire juste 1 ou 2 opérations par an, effectivement, à nuancer évidemment, mais c'est pas forcément peut-être ce qu'on va recommander de diversifier à fond. En revanche, effectivement, si vous voulez être performant, passer de toujours ce qu'on dit d'artisan à chef d'entreprise, de PME, de marchand de biens, en fait, c'est là où ça va devenir intéressant de pouvoir rajouter 1, 2, peut-être même plus d'opérations à l'année, quoi. Bien sûr. Parce que d'année en année, ça se cumule en fait en termes de trésorerie. Si vous arrivez à investir plus d'une année à l'autre, forcément, la trajectoire est différente, quoi. C'est complètement différent. Et comme tu disais, on a eu pas mal de marchands qui faisaient, je dis, une opération par an. C'est un peu la classique, pendant 2, 3, 4 ans, qui viennent chez nous. Et l'année où ils viennent chez nous, ils en font 3, en fait. Ils ont fait 3 ans en 1. Et l'année d'après, ils vont en faire 5. Et en fait, en 2 ans, ils en ont fait plus que ce qu'ils ont fait dans toute leur vie de marchand. Et ça arrive souvent. Et généralement, en fait, ensuite, on croit en termes, pas forcément de nombre, alors si, souvent de nombre jusqu'à un certain nombre, mais après, on peut plus en gérer plus, et on va sur plus gros. Si vous faites toujours 20% de marge sur 100 000 ou 20% de marge sur 1 million de CA, vous comprenez que c'est pas le même résultat en numéraire à la fin. Donc c'est ça l'ambition, en fait, c'est pas aller sur plus d'opérations pour montrer son savoir et faire plus pour faire plus. C'est faire plus pour le ramener à un but entrepreneurial et des objectifs chiffrés qui sont améliorés, plus importants et qui permettent, in fine, d'atteindre vos objectifs. Et c'est comme ça qu'on voit notre accompagnement. C'est comme ça qu'on vous accompagnera si vous souhaitez venir avec nous là-dessus. Peut-être, j'aimerais bien qu'on parle de cas concrets qu'on peut avoir dans le cercle, mais juste avant ça, je te propose 2, 3 fausses excuses et tu me dis ce que tu en penses. Vas-y, ok. La première, c'est je préfère maîtriser mon truc à fond. Alors, c'est très bien de maîtriser son truc à fond, je nie pas, mais ça n'empêche pas de se lancer. Alors pour cela, il faut être accompagné, formé ou avec des personnes qui l'ont déjà fait, mais d'avoir du feedback sur l'opération, c'est toujours intéressant. Et je rajouterai quand même une chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'être 100% compétent et de maîtriser 100% du process. On peut s'accompagner ou se faire accompagner par des professionnels, des experts, des notaires, des experts comptables, d'autres marchands de biens. Parfois, ça peut être des géomètres, etc. Pour des typologies ou des points particuliers d'opération, qu'on paye ou pas, ça dépend un peu les éléments, qui vont nous conseiller, nous aider. Et il n'y a pas besoin de maîtriser 100% pour se lancer. C'est de l'entrepreneuriat, donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on apprend à marcher en tombant un peu des fois, en limitant les casses quand même. La deuxième, c'est trop risqué. C'est trop risqué de se lancer sur quelque chose qu'on ne se connaît pas. Forcément, c'est peut-être plus risqué que de se lancer sur quelque chose qu'on connaît. La question que j'aurais à renvoyer à quelqu'un qui me dirait ça, c'est « Et c'est quoi le risque de ne pas changer et de rester comme tu es actuellement en fait ?» C'est quoi le problème potentiel de rester à ce que tu es actuellement? S'il n'y en a pas, ok. S'il y en a, parce que tu as des ambitions qui sont plus grandes, si tu as des objectifs qui sont plus grands, si tu n'arrives pas à faire plus, dans ce cas-là, le fait de faire les mêmes actions tout le temps, ça te fera toujours aller au même point. Et si tu veux aller du point A au point B, tu fais ton action. Et si tu veux aller du point A au point C, il faut faire une autre action pour y aller. Donc peut-être faire d'autres opérations ou d'autres secteurs. Ouais, ce que j'aime bien Seb, il dit toujours, on sait qu'on va faire des OP. Maintenant, la question, c'est pas tant de savoir si on va le faire ou pas, c'est plutôt comment est-ce que je minimise mon risque sur une OP donnée. Exactement. Et c'est ça, cette mécanique intellectuelle que je trouve intéressante, de dire, ok, dans tous les cas, voilà, j'ai mon niveau de marge, maintenant, je vais en place des outils, des stratagèmes qui vont permettre de moduler ou pas, quoi. Et ça, c'est bien aussi, justement, de le mettre en relation avec tes objectifs entrepreneuriaux. Nous, on fait ça chaque année pour les membres, de voir un peu où ils veulent aller, quels sont les objectifs de CA, de chiffre d'affaires, de marge, par rapport aux ambitions qu'ils ont, patrimoniales, de salaire ou autre. Et en face de ça, de mettre les tailles d'opération, typologie d'opération qui vont pouvoir cibler dans leur secteur. On le met en relation avec leur secteur aussi. Il y a toujours une première fois. Et je pense que le risque aussi a été de dire peut-être que si vous étiez salarié, vous êtes passé entrepreneur, vous n'avez peut-être pas des revenus récurrents tous les mois. C'est vrai. C'est une autre modalité de paiement, par exemple. Voilà, il y a plein d'autres risques que vous avez déjà franchis, donc un peu plus risqué qu'autre chose, quoi. Le troisième truc, c'est j'ai pas de réseau. Alors, j'ai pas de réseau ou du coup, parce que c'est vrai que en fait, pour certaines typologies d'opérations, si je pense à du commercial, du pro, par exemple, si on veut aller se positionner sur ces parties-là, c'est pas des acteurs classiques, c'est plus complexe d'avoir accès à l'information que dans l'habitation ou dans le résidentiel.
Mais ça n'empêche pas qu'on peut appeler, passer des coups de téléphone, discuter comme on l'a fait en fait dans l'habitation. En fait, tout ce qu'on a mis en place dans une typologie, on peut la dupliquer, on peut avoir des méthodes pour la dupliquer ailleurs. Si on veut avoir, parce qu'on parlait plutôt de produits, mais si on veut sourcer plus de biens, on peut mettre plus de critères de recherche en on-market, on peut plus de secteurs pour avoir plus de biens aussi. Et effectivement, avoir du réseau, parfois, ça peut être utile. Ce n'est pas l'élément indispensable d'avoir du réseau pour faire tel ou tel type d'opération. Ça, clairement pas. Et de toute façon, même si c'était nécessaire, faire du réseau, ça s'apprend et ça se fait. Carrément. Ça s'achète aussi. Avec ça s'achète. Des accompagnements. Ça s'achète, effectivement. Encore une fois, expert comptable, notaire, etc. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as un cas d'usage, peut-être un exemple d'une personne qu'on a accompagnée qui est que arc-boutée sur un seul type de produit, qui s'est un peu diversifié j'avais quelqu'un en coaching, je peux le citer, c'était FX hier. FX, certains ont déjà vu, qui fait des opérations sur Bourgoin et alentours, et qui me présentait une OP, super OP, comme il sait les faire, bien monté, sur des immeubles. Il fait beaucoup d'immeubles qui divisent, il fait des travaux, il revend. Il fait en plateau, donc il vend en plateau, etc. Ça marche bien, des fois il fait des rénovations complètes, etc. Je dis ok, super ton opération, il me la présente comme ça. Je dis toujours tes OP en plateau, etc. Puis je dis combien de temps ça dure? Il me dit ça a duré 9-10 mois, temps de marge, etc. Okay. Je dis mais là t'as tellement bien acheté ton bien, t'as déjà tout préparé. Tu penses pas que tu pourrais trouver un investisseur qui va te l'acheter en l'état sans faire les travaux? En fait il m'a dit si. Évidemment que si. Je dis du coup, pourquoi tu le fais pas? J'y ai pas pensé. En fait, c'était juste, il a tellement l'habitude de faire son truc qu'il va faire comme il le voulait et ça marcherait. Sauf qu'il pourrait faire beaucoup plus vite, autant de marge et beaucoup moins de risques parce qu'il n'y a pas de travaux. Oui. Donc il va y réfléchir. Je dis pas que c'est la solution. En fait, quand on sait pas qu'on sait pas, on peut pas imaginer. Ouais. Le fameux angle mort. Ouais. Exactement. Je repense à un autre membre d'une promo là, récente de chez nous qui a déjà fait plein d'opérations et qui dit j'ai jamais fait de pré-commercialisation sur mes lots parce que je veux faire un lot témoin, donc une rénovation d'un appart, et les autres je les vends en plateau à mes investisseurs, ça marche bien, etc. Ok. Mais du coup, pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Ok. Mais du coup, tu dérisquerais ton opération, tu la sécurises, tu la vends plus vite, ça enchaîne, etc. Et ça résout tes problèmes que tu as à un moment d'être trop immobilisé en termes de cash. Ouais. Et on parle là-dessus. On a des personnes qui ont dit moi, je veux faire que du clé en main et de la réno super propre, nickel, etc. Ok, super. Et puis, ils ont été amenés à aller sur un autre secteur parce qu'ils ont changé un peu de typologie d'opération. Et sur ce secteur-là, comme je te disais tout à l'heure, les travaux ne sont pas aussi bien valorisés, la valeur perçue est moindre. Et en fait, il n'arrivait pas à gagner vraiment de valeur là-dessus. Peut-être que la stratégie, c'était d'aller sur un mix et de faire une partie des travaux minimum et essentiels qui généraient la valeur et le reste, c'est laisser faire à acquéreurs. En fait, il n'avait pas forcément cette chose-là en tête. Donc, on a plein de cas de figure différents et on a aussi des marchands qui ne voulaient jamais faire de travaux. C'était des divisions pures. Ils voulaient blam, on enchaîne, ou un achat-revente sec, ou package, etc. Et puis finalement, ils disent attends, mais en fait, je crée quand même beaucoup plus de valeur quand je fais mes travaux. Ça arrive souvent aussi, de le faire. Mais ils ne voulaient pas le faire néanmoins. Et maintenant, ils se mettent à le faire. Ils se mettent à faire des travaux parce que justement, on a un regard extérieur, on leur donne du feedback, on leur donne des éléments de comparaison concrets, des chiffres. Quand on compare deux scénarios de modélisation, les chiffres, ils parlent. Et moi, j'aime bien le comparer au taux de rendement sur les fonds propres, parce que des fois, on dit là, je gagne 100, là, je gagne 120. C'est mieux de faire 120. Oui, mais si c'est 120 pendant un an que tu portes des risques de travaux, de machin, ça vaut peut-être pas le coup. Par contre, si tu fais 200 avec un mois de travaux en plus versus 150, est-ce que les 50 000 valent pas le mois de travail, quoi? Et donc, c'est tout ça qui est mis en perspective et sur lequel on donne du feedback et qui est vraiment important, je pense. Ouais, c'est toujours ce fameux ratio temps versus emmerdement et toujours trouver les bons effets de levier. Est-ce que aller plus vite, ça va être pas plus rentable plutôt que de porter l'opération pendant beaucoup plus longtemps? Plus longtemps, exactement. C'est ce que tu dis toujours.
quand tu fais des travaux, il faut que ça soit vraiment rentable. Parce que sinon, voilà, tu portes plus de risques. C'est ça, il y a les risques, les assurances, les aléas de chantier, etc. Quand tu vas diviser, t'embêter à faire plein de choses, il faut vraiment que ça soit rémunérateur, en fait. Complètement. Et des fois, on voit des projets. Alors, sur le papier, c'est joli. Hein, on voit 15, 20%, entre 15, 20%, 25% de marge. L'opération a duré 2 ans, 2 ans et demi de portage. On se retrouve avec 20% de marge. Peut-être qu'il y avait plus rapide à faire. Et plus rapide et mieux monté. Et du coup, la conclusion, c'est quoi, Ben? Alors, la conclusion, c'est que, pour moi, tous ceux qui vous disent qu'il y a une méthode miracle, c'est pas une bonne chose. Non. Sur un marché qui est complexe, divers, qui est avec des secteurs multiples, avec des prix différents et avec des acquéreurs qui ont des attentes différentes. Mais même dans du monoproduit, 2 opérations différentes sont différentes. Ouais, exactement. Il y a toujours un peu plus il y a beaucoup plus de nuances et il faut faire attention à justement ces éléments-là. Par contre, dire qu'au démarrage, il faut commencer par un type de produit, je pense que c'est pas une mauvaise chose sur un secteur en particulier. D'abord, maîtriser son secteur, aller sur un type de produit, puis progressivement, regarder un petit peu différemment les opportunités et les produits qui sont présentés. Et puis par la suite, ouvrir ou pas son secteur à un peu plus de secteurs. Ça peut être fait de façon différente. Soi-même, on y va, avec de l'association aussi. On a déjà parlé de ce genre de sujet-là. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire attention quand on entend certains ou certaines qui vont vous dire mais la vérité, c'est celle-là. Et la vérité, elle est complexe, elle est multifactorielle, elle est dépendante de pas mal de choses, de votre situation personnelle, de votre situation sectorielle, de votre expérience, de vos fonds propres, etc. Et du marché dans lequel on exerce. Mais c'est l'appât du gain, et puis c'est le fait qu'on a l'impression d'être passé à côté de la méthode miracle, mais c'est exactement, si je fais un parallèle avec la nutrition, le sport, etc., on est toujours en recherche d'avoir le truc hyper à la mode qui va fonctionner, le régime, machin. Ah ouais, exactement. C'est pareil, en fait. Et donc, il y a cette méthode miracle, un peu, avec syndrome de l'objet brillant, ça, c'est mieux que ça. Non, en fait, non. Exactement. Non, il y a des marchands qui ont fait des super opérations sur des parkings. Ça fait pas rêver, le parking, hein. Et d'autres qui ont fait des belles baraques, et d'autres qui ont fait des immeubles, et d'autres qui ont fait des biens squattés, d'autres qui ont fait des biens sur lesquels ils ont créé de la valeur avec l'urbain. Tout est OK. Le tout, c'est que ça soit aligné avec ce que vous avez comme ambition, en lien avec vos objectifs entrepreneuriaux, que vous soyez OK avec les opérations, que vous appréciez votre activité. Je pense que c'est ça aussi, c'est important. Je le mets souvent en évidence quand on discute avec les marchands. Ça te plaît, le type d'opération que tu fais? Tu es content de ce que tu fais, etc. Ou pas? Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu t'ennuies pas? Est-ce que tu apprends toujours? Parce que je pense que c'est important aussi cette notion d'apprentissage sur les opérations et être nourri par cette activité quand même, parce que nourri pas au sens financier, si oui, mais au sens intellectuel aussi du terme, quoi. Voilà. Trop bien, merci. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On veut vos commentaires, vos avis sur les types d'opérations que vous faites, sur est-ce que vous vous sentez peut-être limité, est-ce que vous pensez que vous pourriez faire plus, mais vous ne savez pas comment. On pourra peut-être vous partager ces questionnaires d'évaluation de compétences là, pour mettre en évidence un peu vos angles morts. L'objectif, encore une fois, c'est pas de tout savoir, c'est pas d'être un professionnel de la théorie, mais c'est d'être capable d'aller chercher l'information au bon moment quand vous en avez besoin et de faire potentiellement le petit pas supplémentaire, l'opération supplémentaire ou les opérations supplémentaires chaque année qui permettent de changer la trajectoire de votre activité, de votre entreprise. C'est la vision qu'on en a de l'activité du marchand de biens au sein du Cercle MDB. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup. Pareil, en commentaire, si vous voulez nous donner le fait que vous avez fait que du même produit tout au long de votre carrière en marchand de biens, que vous êtes super performant, etc., que vous venez débattre un petit peu avec nous, avec plaisir de répondre à tout ça. On répond à tous les commentaires. Donc voilà. Et puis si ça vous a aidé, mettez-nous un bon petit pouce. Et je crois qu'il y a 80% des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés, quoi. C'est terrible. Donc, abonnez-vous, sinon je vais venir chez vous, je vais vous latter. Merci Ben. Allez, salut. Allez, bye bye. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.